Non, il ne veut pas. Une minute. Une minute. Bon. Eh bien, ici, cette fois-ci, on va parler des décisions de l'entrepreneur. Eh bien, cet entrepreneur-là, il doit tout le temps décider. La première session, la deuxième session, on a parlé de la planification. Quand on planifie une entreprise, on prend beaucoup de décisions. Et dans cette première session-là, on a passé beaucoup de décisions. Dans la deuxième, dans laquelle on a parlé des finances, il y a aussi beaucoup de décisions financières. On n'a pas trop plongé dedans parce que vraiment, c'est beaucoup, c'est trop de choses. Mais il y a beaucoup de décisions à faire. Maintenant, dans cette quatrième session, on veut voir comment vraiment on décide. Et dans cette décision, le processus de prendre des décisions par l'entrepreneur, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de choses à y rentrer. On doit comprendre le processus. Eh bien, on va parler des stratégies de distribution. Beaucoup de fois, c'est distribution et production, mais ils sont entremêlés. On va en parler un peu de ça. Après, on va parler de la documentation. Sans documentation, on ne peut pas s'améliorer. On ne peut pas faire la map, la carte de la situation présente. Seulement quand on sait dans quelle situation on est, on peut avancer vers une meilleure situation. Mais si rien n'est documenté, c'est très dur. Et après, je veux donner quelques recommandations pour un environnement informatisé. Peut-être ça donne vraiment, c'est une technologie qui peut pousser l'entrepreneuriat agricole à des horizons qu'il n'y avait pas il y a quelques années. On va voir ce qui sont les index professionnels agricoles. Qu'est-ce que c'est l'index agricole et à quoi il est bon? Et après, on va plonger dans le cycle de décision de l'entrepreneur autour du cycle biologique de la culture ou de l'élevage qu'il a. Comment, durant le cycle, sur le temps de son élevage ou de sa culture, il doit prendre des décisions. Eh bien, il y a des stratégies de monoculture. Si vous regardez ici cette photo, c'est une monoculture. La monoculture a beaucoup d'avantages. Tu peux devenir très professionnel dans la seule culture que tu fais, mais tu peux aussi risquer beaucoup. Si les prix tombent, s'il y a un virus, il va aller très fort. Alors, pour peut-être diviser le risque, on peut aller à la stratégie de polyculture. Et stratégie de polyculture aussi facilite l'écoulement et parce que les saisons changent et toujours vous avez quelque chose à vendre, à écouler. Et polyculture ne doit pas être seulement ce pot-ci, elle peut être aussi des grandes surfaces, mais beaucoup plus grands, mais 1 hectare de tomates, un demi-hectare de concombres, 3 hectares d'agrumes, etc. C'est aussi une possibilité de polyculture. Il y a aussi la stratégie de panier de produits. C'est courant en Israël déjà. Et au fait, c'est une façon d'arriver jusqu'à le consommateur final. Au lieu de vendre vos produits au supermarché ou à un petit magasin de légumes, tu vends au consommateur final et chaque semaine, tu lui envoies un panier. Alors, tu as élargi un peu ta chaîne de valeur et tu peux diversifier tes risques et tu as la fidélité de tes clients. Ça, c'est une troisième stratégie qui est commune maintenant et c'est faisable par l'Internet d'ailleurs. Il y a une quatrième stratégie.
coop agricole? C'est une entreprise créée par des agriculteurs qui leur appartient et qu'ils dirigent eux-mêmes. Ah bon? Mais pourquoi faire? Les agriculteurs rassemblent leurs moyens pour mieux produire et mieux vendre ensemble les produits agricoles de leur ferme. Lait, viande, céréales, fruits et légumes sont récoltés et travaillés par leur coopérative pour devenir des produits que l'on mange ou que l'on boit tous les jours. Une marque alimentaire sur 3 vient d'une coopérative. Avec les produits agricoles des agriculteurs, les coopératives fabriquent aussi des aliments pour les animaux, des isolants pour la maison, des ingrédients pour le maquillage ou du parfum, et même des matériaux écologiques pour se chauffer ou pour équiper les voitures. Grâce à toutes ces activités et au travail de leurs salariés, les coopératives agricoles sont très actives dans la vie économique locale. C'est normal. L'avenir des hommes et des territoires ruraux est une valeur fondamentale pour chaque coopérative agricole. Et comment ça fonctionne, une coopérative agricole? C'est une entreprise où la personne prime sur le capital et qui pratique la démocratie. Chaque agriculteur vote à égalité. C'est le principe d'une personne égale une voix. Chacun participe ainsi aux grandes orientations de sa coopérative. En France, il existe des coopératives de toute taille. Certaines sont leaders sur leur marché. Souvent, elles se déploient à l'international. Mais quelle différence y a-t-il avec les autres entreprises? Parce que les coopératives ne sont pas délocalisables, la richesse qu'elles créent sert le territoire, participe au développement local et à toute l'économie française. Il n'y a pas d'actionnaires extérieurs. Les profits sont redistribués entre les agriculteurs et une part est mise en réserve dans la coopérative pour assurer la solidité financière de l'entreprise au fil des générations d'agriculteurs. Chacun y trouve donc son compte dans l'intérêt collectif. L'intérêt collectif aujourd'hui comme demain, c'est de la solidarité. Et des coopératives agricoles, il y en a beaucoup en France? Elles sont près de 2600, principalement de petites et moyennes tailles, et elles rassemblent 3 agriculteurs sur 4. Enfin, toutes ensemble, elles emploient plus de 165 000 salariés, surtout dans les zones rurales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet lacoopérationagricole.com. Bon, eh bien, on a vu la coopérative. Ces coopératives, c'est une stratégie à appartenir à la coopérative. C'est pas seulement l'écoulement, c'est pas seulement la production. Coopérative, c'est un peu plus un peu plus grand. Ça contient aussi des aspects sociaux, aussi des aspects financiers, etc. Mais si c'est bon pour les 3 quarts des agriculteurs français, il est bien possible que ce soit aussi bon pour les agriculteurs africains. Alors c'est une option que il faut s'organiser pour ça, mais c'est une très bonne option. Il y a une stratégie de vente directe pour valoriser et valoriser par la transformation. On va voir ce petit film aussi. Je suis Adrien Ganac et je suis installé avec mon père à la maison du citron. Donc c'est un menton dans les Alpes-Maritimes. Et on est spécialiste de la culture d'agrumes et notamment le citron de menton. Moi j'ai rejoint mon père il y a 2 ans qui lui ne vendait pas en direct. Et finalement avec mon arrivée, je me suis dit qu'il valait mieux pour pouvoir dégager 2 revenus et vivre à 2 sur la production. Vendre un petit peu plus en direct et valoriser par la transformation, de faire la confiture, les mozzillo, les caramello beurre salé. Effectivement, j'ai le souvenir de personnes qui viennent à une venue qui ne sont pas forcément appropriées. N'oubliez pas qu'on vient à Menton, c'est des restants, c'est des terrasses, c'est bien tendu. Et pour éviter de tomber ou de chuter, il vaut mieux pas venir en talons aiguillons. Chez nous, à la maison de citron, finalement, c'est plus qu'une plantation, c'est tout un lieu, il y a une végétation. Donc, mon père est notamment passionné du monde végétal. Et quand on vient dans notre pépinière, dans notre citronnerie, on a un cumère qui est exceptionnel. Et c'est vraiment une expérience qu'on va vivre autour du citron de menton. Il y a la production de fruits à être transformée. Il y a un cadre qui est assez idyllique, et vraiment avec le côté un peu tropical de menton.
Bon, eh bien, si vous avez bien vu, il y a beaucoup de stratégies. Il y a aussi des stratégies qui diversifient et qui sont un peu dans la chaîne de valeur, ils s'approfondissent dans la chaîne de valeur, et ils peuvent aller aussi à la vente directe, ils peuvent être dans le coopérative, et ils peuvent faire exceller aussi en monoculture. Il y a plein de stratégies avec beaucoup de scénarios, mais ça, c'est les grandes décisions, là où je vais aller. Mais une fois j'ai décidé que je vais, par exemple, à la vente directe, il me faut un système de production qui va être adéquat à cette forme d'écoulement que j'ai décidé que je fais. Donc, il faut avoir les gens pour ça, il faut avoir la place pour ça, il faut avoir la production pour ça. Alors, l'expérience est vraiment la meilleure leçon pour l'entrepreneur agricole. Mais si on veut prendre une bonne décision, il faut se tenir à la réalité. Qu'est-ce qu'est une réalité? Pas à notre mémoire, pas à ce qu'on se rappelle, pas à ce que les gens disent. Il faut des papiers, en fait. Et une partie importante, très importante du travail de l'entrepreneur agricole consiste à documenter ce qui se passe. Au fait, s'il ne documente pas, il ne pourra pas faire de bonnes décisions parce qu'il n'aura pas de documents vraiment, et il ne pourra pas analyser. Et alors, il ne pourra pas vraiment optimiser ses décisions et ses revenus. Toutes les mesures prises dans l'entreprise doivent être enregistrées. Ce n'est pas seulement toutes les mesures prises, aussi les choses qui sont advenues à l'entreprise. Par exemple, si un renard a rentré dans le poulailler, peut-être ce n'est pas une chose que vous avez faite, ce n'est pas une action prise, mais c'est un effet. Il a tué 10 poules. Il faut l'écrire quelque part. C'est important. Économiquement aussi. Parce que moi, après, je vais l'oublier. Maintenant, chaque branche agricole a ses propres formes, formulaires qui reflètent sa réalité spécifique. Par exemple, un registre d'élevage. Ça, c'est un registre d'élevage. On met le numéro de la souche, de cheptel, et la date de réception, le nombre de poussins, quelle vaccination ils ont eu, à quelle date, quel aliment le poussin a reçu, quel était le poids dans le 42e jour, le nombre de sujets morts, le taux de mortalité dans cette souche, le nombre de poulets consommés, le nombre de poulets vendus, etc., etc. Tout ça, si je ne le marque pas, je ne veux pas me rappeler, ou je veux me rappeler d'une façon partielle. Et il faut l'écrire tout le temps pour vraiment déduire des conclusions. Et il y a d'autres registres de dépenses. Normalement, d'ailleurs, les tableaux de dépenses ou les registres de dépenses ou des registres économiques sont séparés des registres professionnels. Alors ça, c'est un autre registre de dépenses qui parle des achats des poussins, le prophylaxie médicale, le vétérinaire, ce qu'il a dit, aliments, entretien, électricité, eau, transport, salaire total. Ça, c'est argent déjà. Et il faut se rappeler que l'utilisation de ces registres peut être manuelle, mais elle peut être aussi en ordinateur, en Excel par exemple. Et il y a des tableaux et registres de recettes, les dates, les ventes de poulets, vente du fumier, de la fiente, etc. Il y a d'autres tableaux, et tableaux de souche, ça aussi c'est une autre version de l'autre tableau avec un autre aspect. Il y a aussi le nombre d'œufs, par exemple, cassés, déformés, consommés. Il y a beaucoup de versions et ça dépend vraiment. Vous, votre professionnalisme et votre environnement vont vous amener au formulaire adéquat. L'éleveur, il doit, en fonction des données
de l'étude du marché, établir une planification qui va lui permettre d'avoir toutes les choses qu'il voudrait avoir du marché et d'une façon permanente, qu'il ne lui manque pas de la provence, par exemple, ou que les poussins ne vont pas arriver. Il y a des registres des recettes. Des recettes, c'est une autre façon. Et là, ici, au lieu de fumure, ils ont écrit fiante, et ils ont raison. Et il y a aussi planification, il y a aussi des tableaux pour pouvoir planifier pour la fois prochaine, planifier la production. Alors il y a les activités physiologiques, mortalité complète, poids vif et viande non ossée. C'est très important, les numéros sont importants, les valeurs des numéros, parce que après, auprès de la valeur, on prend notre décision. Bon, ça c'est une option. On peut aussi voir des environnements informatisés pour la documentation. Alors, je vais laisser, ça et voir un peu les choses ici. Il existe de nombreux logiciels qui suivent le processus de croissance des cultures ainsi que des différents secteurs d'élevage. Je vais vous montrer quelques logiciels. Mais ce ne sont pas des logiciels que je dis, allez sur ce logiciel-là. Je ne les connais pas. Je les ai vus. Je sais qu'un logiciel amène un énorme avantage à l'entrepreneur, mais c'est à vous de voir quel logiciel exactement peut être acheté chez vous ou peut être utilisé chez vous, comment il est stable, point de vue logiciel, comment vraiment il répond à vos besoins. Et est-ce que pour votre environnement, est-ce qu'il marche? Et ce sont des programmes qui fournissent un environnement très élaboré, qui intègre les données et au fait, d'une façon automatique aussi, on peut recevoir des rapports économiques. Et ça, c'est très avantageux. Toujours, il est up-to-date, toujours, il est up-to-date. Et c'est un grand avantage. Tu ne dois pas aller chercher des papiers, etc. Je vais vous montrer Équilibre, c'est un logiciel de gestion globale. On va le voir ici. Un agriculteur passe en moyenne 500 heures par an à la gestion de son exploitation. 500 heures, c'est 21 jours ou encore 3 semaines. Et si vous utilisiez plutôt ce temps précieux pour vous détendre? Équilibre vous faciliter la vie en divisant ce temps par 5. Comment? Grâce à notre logiciel de gestion tout en un et simple d'utilisation. Connectez-vous à notre compte en ligne en toute liberté grâce à un abonnement sans engagement depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone. Intégrez sans effort les informations issues de vos objets connectés grâce à notre programme d'innovation Zéro Saisie. Gérez avec un outil unique la traçabilité de votre production, vos stocks, votre comptabilité, vos achats et vos ventes, mais aussi les relations avec vos clients et fournisseurs. Soyez serein, la protection de vos données et la confidentialité sont assurées. Vous en conservez la maîtrise et l'entière propriété. Intégrez notre communauté d'utilisateurs pour partager interrogations et conseils. Besoin d'un coup de main? Notre équipe d'équilibristes est là pour vous accompagner. Vos besoins évoluent? Pas de panique. Équilibre s'adapte à tous les types de production et à toutes les tailles d'exploitation. Choisissez à tout moment l'offre qui vous correspond le mieux. Envie d'aller au ciné plutôt que de traiter votre paperasse? Équilibre, créateur de temps libre. Essayez gratuitement sur équilibre.com. Bon, eh bien, on a vu déjà ça. Et il y a, par exemple, le logiciel 365 FarmNet. C'est le logiciel que vous avez vu avant. Je ne le connais pas, enfin, mais je vous donne seulement, je voudrais vous montrer l'abondance des solutions pour cette documentation. Et ça donne aussi une solution pour les index et pour le rapport économique et beaucoup de fois pour la communication avec vos fournisseurs, avec vos ouvriers parfois. Il y a des logiciels avec un genre de WhatsApp dedans. C'est très avantageux. FarmNet, par exemple, c'est une grosse solution et elle est très présente au web. Il y a aussi AgroOptima.
ce sont des Italiens. Ils sont déjà beaucoup d'années dans le marché. Ils donnent aussi ils donnent une autre optique, mais toujours cette documentation dans l'environnement agricole. Il y a Agri Open Data, c'est une chose qui aussi montre beaucoup de possibilités. Et au fait, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Le Smart Farmer, c'est une chose que je voudrais vous montrer maintenant. Ils ont une belle animation. Jean est agriculteur. Il exploite 130 hectares de grandes cultures. Jean utilise Smart Farmer, une solution numérique pour le pilotage complet de son exploitation. Pour préparer son assolement, Jean fait directement son import télépack depuis son ordinateur. En octobre, Jean carotte son sol, envoie ses sachets par coursier au labo. 2 semaines plus tard, Jean doit semer. Il regarde la météo sur son application mobile Smart Farmer. Comme la météo est favorable, il sème et enregistre sur son mobile son intervention. Lorsque son blé commence à pousser, Jean remarque qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Pour pouvoir y remédier, il aimerait avoir l'avis de son technicien. Ce dernier envoie sa préconisation directement sur le téléphone portable de Jean, qui reçoit une notification en temps réel. Courant novembre, Jean reçoit les résultats de son sol directement dans sa solution Smart Farmer. Au cours de l'hiver, Jean réalise son plan de fumure en ligne. Au début du printemps, ses cultures sont déjà bien avancées. Pour s'assurer d'un bon rendement, il commande une prestation de télédétection. Il reçoit sa carte de modulation dans Smart Farmer et la copie sur une clé USB qu'il plug directement sur sa console de tracteur. C'est maintenant l'heure des moissons. Après récolte, Jean vérifie ses coûts de production pour vendre au meilleur prix. Smart Farmer, une solution complète web et mobile, 100% réglementaire. Eh bien, maintenant, on a vu maintenant une liste de besoins de cet agriculteur dans le dessin animé. Et vous avez vu beaucoup d'exemples comment vraiment le logiciel lui aide à communiquer, à décider, à opérer même. Et vraiment, c'est un outil, et c'est sûr, à documenter, parce que sans documentation, on ne peut rien analyser. Hein? Et on est dans le domaine de prendre des décisions, d'analyser. Et alors, pour analyser vraiment, pour connecter le monde des données brutes au monde du savoir-faire, il faut passer par des index. Des index qui vous montrent est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est excessif, etc. Et dans l'agriculture, il y a beaucoup d'index. Par exemple, bénéfice par hectare. C'est très important. Je fais ma culture, je dois voir combien j'ai gagné par hectare. Si j'ai 1 hectare et j'ai 0, ça ne vaut pas la peine de continuer cette activité. Peut-être il vaut beaucoup mieux louer mon hectare à quelqu'un qui soit un agriculteur meilleur que moi, par exemple. Il y a aussi des journées de travail par tonne de récolte. Et c'est très important si les journées de travail me coûtent beaucoup. Alors, c'est important de savoir cet index. Ce sont des index généraux. Le coût du travail par tonne de récolte, c'est un autre angle pour savoir vraiment combien le tonne m'a coûté point de vue travail. Parce qu'on a vu aussi chez M. Babacar qu'au fait, la moitié de ses dépenses était pour le coût de travail de tonnes de récolte, aussi chez M. Babacar, par exemple. Donc, c'est important. Il y a tonnes récoltées par journée de travail. Si on sait qu'il va pleuvoir dans 2 ou 3 jours, c'est très important de savoir combien je peux récolter par journée de travail. Peut-être qu'il faut que je double ou je triple mes ouvriers pour pouvoir récolter le tout avant, par exemple, la pluie. Tous ces index
et sont très importants. Et en Israël, parce qu'on a des quotas d'eau, au fait, le moyen qui nous limite à augmenter notre production, c'est l'eau. Et alors, on voudrait savoir, chaque mètre cube d'eau, combien il a contribué à mes revenus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Israël est devenu une puissance en eau, parce que tout le temps, on fait le calcul par rapport à l'eau. Tonnes de récolte par hectare, c'est très important. Il y a le bénéfice par hectare, mais il y a tonnes de récolte. Alors, peut-être que le tonne de récolte du concombre, c'est différent de tonnes de récolte par hectare de tomates, par exemple. Alors, si les prix sont différents et les tonnages récoltés par hectare sont différents, peut-être il faut que je recalcule mon piste de développement. Peut-être il vaut mieux changer de culture. Valeur de journée de travail par hectare. Ça aussi, c'est une indication très importante pour voir comment j'avance le travail agricole chez moi. Journée de travail par travaux spéciaux. On va parler de ça plus tard, mais il y a des journées qui sont plein de travail, et il y a des journées où il n'y a rien à faire, ou presque rien à faire. Si on va avoir des index en élevage, eh bien moi, en tant qu'un agriculteur qui est venu de l'élevage, j'étais plusieurs années responsable d'une grande étable laitière, je nage dans ce genre d'index. Alors, le pourcentage de mortalité de nouveau-nés chez les bovins ou chez les ovins, c'est très important. Et c'est très important, c'est un paramètre pour savoir est-ce que tu travailles bien ou pas bien, et s'il faut changer la façon dont tu travailles. Pourcentage de mortalité chez les volailles. Chaque jour, dans un poulailler, on sort des cadavres de poules, et il faut le compter, parce que sinon, on ne se rappelle plus. Et à la fin, si tu arrives à 7%, c'est très mauvais. 5, tu pourras aussi être économique. Tu pourras, c'est pas sûr. Si tu as 2%, alors tu es fantastique et tu es vraiment très professionnel, et je suis sûr que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Taux de conversion des aliments en poids de viande, c'est très important. Taux de conversion de l'aliment au lait, chez les vaches laitières, c'est très important. Coût de la matière sèche par jour et par unité. Au fait, on donne plusieurs genres d'aliments aux ruminants, et parfois il y a plus d'eau ou moins d'eau dans l'aliment, et alors la chose vraiment qui compte pour l'animal, c'est combien de protéines et combien d'énergie ils ont, et alors il faut compter la matière sèche et pas les litres d'eau qu'il y a dans chaque aliment. Fécondité, c'est très important. Par exemple, moi, en tant que responsable d'une autre étable, il a fallu tout le temps que 75% du troupeau soit enceinte pour que vraiment je pourrais produire assez de lait selon mon programme de travail. Et rendement laitier moyen par vache par année dans le troupeau, je me rappelle comment, au fait, le rendement laitier moyen par vache par année est devenu de plus en plus grand en Israël. Et quand j'étais jeune, 9000 litres par année par vache était le sommet de la production en Israël. Aujourd'hui, c'est moins que le moyen. Le sommet, c'est 14 000. Donc, en plusieurs années, en une génération et demie, ça a augmenté de 30%. C'est très bien, même plus que 30%. Et bon, il y a beaucoup d'exemples des index spécifiques aux branches agricoles, âge moyen en quittant le cheptel, poids moyen en quittant le cheptel, âge moyen de devenir enceinte des jeunisses. Jeunisse, c'est la jeune vache qui n'a pas eu encore le premier misbat et elle n'a pas encore entré dans sa première lactation.
Il y a jours de vide, c'est des jours qu'elle n'est pas enceinte. Dépenses d'électricité, par exemple, pour 1 kg de poisson, ou dépenses en nourriture pour 1 kg de poisson. Poids moyen de poisson chaque vente, journée de travail au palissage. Palissage, par exemple, c'est un travail très commun dans les maisons de filet, dans les serres, et beaucoup de journées de travail vont au palissage, et il faut voir vraiment combien c'est effectif. Et productivité de la récolte de fleurs. Dans la branche de fleurs, par exemple, les journées et la productivité des travailleurs sur la récolte de fleurs, c'est tellement important, c'est tellement capital qu'il y a une ligne spéciale pour ça. C'est comme ça dans cette branche-là de fleurs, parce que c'est très important. Alors, résumé. On a vu des stratégies. Il y avait la stratégie monoculture, polyculture, coopérative, vente directe, allonger la chaîne de valeur. On a vu aussi des stratégies qui font la diversification. Eh bien, on a vu tout ça et c'est des décisions qu'il faut prendre et selon votre environnement, votre culture aussi, et vos moyens, etc. Après, on a parlé de la documentation. On a vu la documentation traditionnelle, des formulaires, des carnets, etc., en papier. Et on a vu des logiciels, ce qui donne beaucoup des avantages. Après, on a vu les index agricoles qui vraiment relient le monde des données au monde de décision et des analyses. Et maintenant, passons à l'analyse, après qu'on a tous ces ustensiles. Alors, mais pourquoi je dois analyser les entreprises? Alors, premièrement, pour évaluer la rentabilité. Et pourquoi j'ai cette rentabilité? Après, il faut permettre des comparaisons à d'autres entreprises, et chez moi, à d'autres années, et à d'autres cycles, oui. Et il faut identifier les points faibles dans mon entreprise pour pouvoir l'améliorer. Et parfois, il faut que je donne ces données à la banque pour pouvoir avoir de l'argent, ou bien des autres institutions publiques ou gouvernementales. Si je veux avoir un technicien, un vulgarisateur qui va venir chez moi, il faut lui donner des données beaucoup de fois. Et il faut préparer les budgets. Vous vous rappelez le budget de M. Babacar au début? On va revenir maintenant parce que le budget, en fait, c'est l'outil principal pour pouvoir prendre des décisions optimales. Et optimales, ça veut dire qui combine le professionnalisme, mon savoir-faire, avec le revenu que je voudrais avoir. Eh bien, le budget peut aider à beaucoup de choses. Premièrement, il évalue les alternatives. Ça veut dire, avant que j'exécute, quand je voudrais faire un changement, je fais un budget et dans le budget, je vois les alternatives. Ça donne aussi une direction, une orientation claire à suivre à tout le monde, si l'organisation n'est pas petite, si elle est moyenne ou grande. C'est très important. Tout le temps, on a dans la tête quelle direction on y va. Ça aide à définir en termes mesurables, en quantité, ce qui est le plus important dans l'entreprise, et ça fait anticiper les problèmes et prendre des mesures pour les éliminer, par exemple. Si j'ai vu ce problème dans l'autre cycle, alors j'anticipe le problème pour ne pas le voir dans le cycle prochain de production, par exemple. Et c'est très important pour pouvoir planifier allocation de ressources, pour planifier ma production d'une façon optimale, parce que beaucoup de fois, si mon allocation n'est pas bonne, je perds de l'argent. Et il faut évaluer les performances et la gestion des employés importants, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs il y a beaucoup tous les index qu'on vient de voir. Et il faut agir rapidement au changement
de situations, aux événements imprévus et la déviation des plans. Quand tu as un budget, tu vois un plan, tu pourras beaucoup plus vite voir que la réalité te pousse loin de ton plan et au fait, il va falloir corriger, il va falloir faire des actions actives pour pouvoir minimiser les coûts. Alors, si je regarde tout ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant pour les décisions, on va voir aussi les périodes, les cycles de production ou les cycles biologiques, parce que ça dicte aussi les cycles de production. Une des choses qui dicte le plus. L'étude du CELI, c'est 40 jours. Mais si je reçois des plancules, le cycle, c'est seulement 30 jours. Je gagne 25%. Et si je prends la tomate, ça sera déjà quelques mois. Mais le concombre, un peu moins de mois, mais quand même 5-6 mois. Et poule de chair, c'est seulement 63 jours. Mais l'orange, c'est toute une année. Les pondeuses, c'est 2 ans et demi. Non, c'est 1 an et demi, je vois ici. Et si je prends tout l'orangeraie, toute la plantation, c'est 25 ans. C'est 9000 jours. Alors, mais quand je parle cycle de production, m'importe si c'est une laitue, ou la tomate, ou le concombre, ou c'est orange, ou c'est l'orangeraie. Le cycle, c'est le cycle. Et je prends tout le temps les décisions sur le cycle. Eh bien, si je regarde ce cycle de production, et je produis, après il y a les performances. Je finis la production, et j'ai une valeur économique, j'ai les revenus, c'est parfait. De ça, j'essaie d'analyser l'entreprise ou cette compte d'exploitation et comment je le fais. J'ai tous les index. Je calcule les index, les indicateurs de performance, ce qu'on a vu avant dans plusieurs branches de l'agriculture. À partir de ces indicateurs, de ces index, je comprends là où je suis premièrement dans la branche, deuxièmement dans plusieurs places dans mon entreprise, je sais si je suis bien ou si je peux m'améliorer. Alors, je tire mes conclusions avec l'aide de ces index et je prépare maintenant dans ma tête comment je vais faire la deuxième production. Alors, toutes ces analyses-là, ce sont des analyses post-mortem. Ça veut dire qu'il y a le compte de l'exploitation qui a été fait de la première production et je fais une analyse et j'en déduis les index professionnels de ma branche et avec ces index-là, je peux comprendre là où je peux améliorer la chose. Je sais ma situation économique et de là, je tire des conclusions. Je fais un budget qui va m'aider. Le budget, c'est en fait le plan pour la production et la deuxième production, la production future. Dans ce budget-là, je mets des données externes. Je vais changer, par exemple, la variété de la tomate. Je veux acheter peut-être un petit outil pour la pulvérisation si ce que j'avais ne fonctionnait pas bien. Peut-être je veux comprendre qu'il faut irriguer plus ou peut-être changer le système d'irrigation. Peut-être je voudrais changer une partie de mes ouvriers. Peut-être je comprendrai qu'il faut que je travaille plus dans le champ. Peut-être je changerai le marché, là où je veux vendre. Et peut-être aussi, j'arriverai. En tant que monsieur Boubacar, je me dis, bon, de cet hectare-là, la moitié sera des fleurs, par exemple. Et alors, il faut, dans le budget, ça doit refléter, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour pouvoir vraiment faire un demi-hectare de fleurs au lieu de demi-hectare de tomates, par exemple. Il faut évaluer les alternatives. Après que j'ai bien évalué, je prends des décisions. Quelles seront les méthodes, quels seront le matériel, quel sera l'équipement et quelle sera la main-d'œuvre aussi. Et
j'exécute le budget sur lequel j'ai décidé pour faire une deuxième production. Et cette deuxième production devra être améliorée beaucoup de la première. Ça dépend du temps, c'est-à-dire du climat, ça dépend des circonstances climatiques. Autres circonstances climatiques, ça dépend des problèmes phytosanitaires qui pouvaient venir, qu'il n'y avait pas dans la première production ou à l'envers. Et ça pourrait être différent de beaucoup de façons, mais moi, je fais tout mon possible pour pouvoir vraiment faire un plan de la deuxième production, un plan qui est meilleur de ce que j'ai performé à la première production. Bon, et je crois que je voudrais répondre à vos questions si vous avez des questions. Oh non, qu'il parle. Ouais. Ouvrons le micro. Okay. Si vous avez des. Attends. מי שלא מדבר שישים את עצמו במיוט, אבל מי שרוצה לדבר שיעשה לעצמו unmute. Bon, si vous pouvez maintenant parler. Une minute. Et si vous ne voulez pas parler, vous pouvez aussi écrire dans le chat, écrire vos questions et essayer de voir. אני לא... Et bon, Ibrahima, vous êtes prié de parler. Bonjour. Bonjour. Voilà, là, le premier aspect, c'est vous remercier et vous féliciter. Merci. Le cours aujourd'hui, en tout cas pour moi personnellement, il m'a apporté beaucoup d'éléments nouveaux. Et ça nous donne beaucoup d'idées par rapport à la suite sur le programme d'entrepreneuriat que nous allons développer et surtout comment faire pour que les petits producteurs dans les pays africains puissent avoir accès à ces outils d'analyse et puissent l'utiliser dans leurs exploitations. Je voulais apporter ce témoignage-là par rapport au cours d'aujourd'hui. Sinon, j'ai une question sur les engagements à écrire. Moi, ce qui me pose problème, c'est les délais des 2 mois, parce que j'ai un programme global sur l'entrepreneuriat qui est étalé sur 5 ans. Dans ces 5 ans, j'aurai beaucoup d'activités à mettre en œuvre et j'aurai beaucoup d'occasions d'utiliser cette formation que j'ai faite. Donc, les 2 mois sont très restreints pour moi, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de pandémie. Certainement, il y a beaucoup d'activités que nous ne pourrons pas mettre en œuvre durant ces 2 mois-là, qui vont peut-être être décalées sur 6 mois ou l'année prochaine, etc. Est-ce que ce délai-là peut être revu ou bien c'est un délai qui est fixe? Merci. Et bon, alors merci Ibrahima. Et au fait, et merci aussi pour la question parce que je voudrais dire à tout le monde que si vous avez fait les quiz et vous n'avez pas eu beaucoup de succès ou bien vous voulez améliorer votre résultat, vous pouvez le faire, c'est organisé comme ça. Vous faites de nouveau le quiz et ayez un meilleur note. Ça, c'est pour les petits travaux. Les autres travaux que vous donnez, on va attendre encore une semaine pour que vous puissiez les donner parce qu'on voudrait donner à tout le monde et la possibilité de donner tous vos devoirs. Et si vous donnez votre devoir, même s'il n'est pas à 100%, on va accepter ça parce que personne n'est parfait. Ce n'est pas une université ici, c'est un essai du gouvernement d'Israël d'aider le développement de vos pays. On serait ravis
de voir une participation active de votre côté. Et si on voit pas, s'il n'y a pas une note chez nous, ça veut dire au fait qu'on n'a pas vu que vous avez donné le travail. Alors, il faut la redonner si ça n'a pas été fait. En tout cas, pour le certificat, il faut compléter vos devoirs. Et dans une semaine, on va se rencontrer ici pour pouvoir faire un genre de clôture. On va vous informer dans le Google Classroom exactement comment ça sera fait. Ok. Et là-dessous, il a une question. Et si tu peux revenir sur les stratégies de la monoculture, polyculture et diversification. Et bon, et Latsouk a voulu entendre un peu sur les stratégies. Eh bien, si j'ai un hectare, et je dis dans mon hectare, si j'ai 100 hectares, et dans ces 100 hectares, je fais seulement des tomates, s'il y a une difficulté dans le prix des tomates, par exemple, cette année, ou peut-être il fait trop chaud et soudainement, toutes les tomates ont mûri, j'ai un grave problème. Et alors, je risque beaucoup plus si j'ai une monoculture. Si j'ai beaucoup de cultures dans ces 100 hectares, s'il y a un problème avec la tomate, alors il n'y a pas de problème avec le concombre. Et les agrumes, ça va de soi, le virus rouge de la tomate ne touche pas les agrumes, c'est sûr. Et si j'ai une petite étable sur un demi-hectare de mes 100 hectares, alors vraiment, j'ai beaucoup moins de risques. Je diminue mon exposure. Je minimise mes risques, en fait. J'essaie de trouver mes mots en français, c'est pas toujours facile. Et alors, il y a la polyculture qui amoindrit le risque de la monoculture, mais au fait, il faut que vous soyez professionnel en plusieurs cultures. Alors, c'est vraiment ce trade-off. Il faut savoir ce qui va pour vous et votre environnement. Et comme j'ai dit à la deuxième session, on louche toujours vers le marché. Alors, quand moi, je voudrais planifier ma production, je vois d'abord, avant de planifier, je regarde le marché. Et alors, si le marché, comment? Si le marché est chez moi est difficile pour la monoculture, peut-être il faut changer. Si je voudrais, par exemple, aller et commencer à transformer mes produits pour gagner plus d'argent, comme par exemple beaucoup de pays africains essaient toujours de faire des usines pour transformer leurs produits et pas l'envoyer en Europe pour que ça soit transformé là-bas. Et ils gagnent beaucoup plus. Si moi, en tant que fermier, en tant qu'entrepreneur agricole, je domine une partie plus grande de la chaîne de valeur, je gagne plus. C'est pour ça d'ailleurs, et Antoine, dans le petit film qu'on a vu sur le citron de Monson, ce citron-là, il vendait des citrons. Après, il a dit, mais maintenant, c'est père et fils, et on voudrait tirer beaucoup plus d'argent de même citron. Alors peut-être il faut transformer le citron et le vendre et faire c'est pas seulement qu'il a fait de transformation, il a fait de l'agrotourisme. Beaucoup d'agrotourisme il fait là-bas. Les gens viennent ici. Ça veut dire, au fait, il cherche, il diversifie sa production. Et il va aussi directement au consommateur final pour ne pas aller au grossiste. Tout ce genre d'actions, c'est des actions qui améliorent les revenus de l'entrepreneur agricole. Et l'union fait la force, et vous avez bien vu le petit film des coopératives, et il y a une bonne raison pour laquelle 3/4 des entrepreneurs agricoles français sont dans des coopératives. Alors, il faut peut-être s'organiser pour des coopératives, mais ça dépend. Si en Côte d'Ivoire, il y a des coopératives comme ça, ou si au Cameroun, il y a des gîtes,
aussi comment ça marche au Sénégal. Et moi, j'ai vu plusieurs coopératives africaines et la plupart des fois, j'avais un copain qui les appelait des coopératives fantômes. Pourquoi fantômes? Parce qu'ils ne faisaient pas du vrai activité qui pouvait vraiment donner du bénéfice aux entrepreneurs, aux agriculteurs. Mais ça dépend de votre environnement social aussi. Et il y a deux personnes qui demandent pour les précisions encore une fois sur les engagements personnels. Et encore une petite explication, qu'est-ce qu'on attend de... Regardez, engagement personnel, premièrement, on va vous donner deux exemples. On va le publier demain dans le Google Classroom. Mais si je parle des engagements personnels, je me rappelle, il y a quelques années, on a eu un stage physique ici avec des éleveurs bovins. Et un éleveur a vu un système, pour signaler à soi-même, au gérant de l'étable, quand est-ce que la genisse peut être inséminée. Et alors, quelle était la technologie? Au fait, on a dit que si elle passe une hauteur spécifique dans cette race-là, elle peut être inséminée. Alors, il a mis à cette hauteur spécifique, il a mis un petit bande bleue, et chaque genisse qui passait à côté, qui était un peu plus haute, ou à cette hauteur-là, il savait qu'elle pouvait aller être inséminée. Alors, ça pourrait être une petite chose comme ça, et ça pourrait, beaucoup de fois, j'ai vu des participants qui ont organisé des stages pour pouvoir vraiment transférer tout ce qu'ils ont appris à leur GIC, à leur groupe ou à les agriculteurs qu'eux, ils vulgarisent. J'ai vu ça aussi beaucoup. Et alors, organiser une présentation avec laquelle je montre à toute mon équipe et ce que moi j'ai appris de ce webinaire. Mes conclusions par rapport à ce webinaire, parce que le webinaire était général, mais peut-être au Sénégal, et ils vont aller vers une direction spéciale que moi j'ai parlé seulement 5 minutes. Une chose par exemple, une chose que moi j'ai pensé hier, quand j'ai vu tous les vidéos sur le logiciel, et je n'ai aucune idée quel logiciel marche bien en Afrique et quelles sont les conditions, etc. Et ce sera très bien si l'un de vous, par exemple, va faire une recherche, une étude, pour pouvoir dire quel logiciel, avec quel logiciel les Africains, par exemple les Sénégalais ou les, je sais pas moi, les Ivoiriens, utilisent. Peut-être il y a un logiciel gratuit qui marche très bien pour votre environnement. Peut-être il y a un logiciel payant qui marche aussi très bien. On ne sait pas, il faut faire l'étude. Moi, c'était général. J'ai parlé, si vous informatisez votre environnement, vous gagnez beaucoup de choses. Vous gagnez l'accessibilité, vous gagnez l'exactitude, vous gagnez le fait qu'à chaque instant, vous pouvez faire le rapport, vous voyez devant vos yeux tout le temps les index, il y a vous avez beaucoup plus de communication. Donc, selon moi, il y a une grande recommandation, aller vers le logiciel. Mais quel logiciel exactement et où et dans quelle branche agricole? Moi, c'est trop grand pour moi. C'est à vous à essayer de voir cette direction. Bon, et je voudrais remercier tout le monde et je voudrais vous dire au revoir. Et le logiciel en ligne de Haifa-Kem, introduit par Gad Elahrar l'autre fois, reste toujours bien.
Et ils t'ont entendu parce que Oui. le micro est. Alors, je suis ravi d'entendre que le logiciel de Haifa Chemical qui a été enseigné par Gad El-Arab dans un stage il y a 2 ans, je crois, marche très bien encore, marche très bien pour Atini, et c'est parfait. Alors, au revoir, chers amis, et à la semaine prochaine.